vulnérabilités. Donc là, en fait, on a en fait une liste. Donc historiquement, on a les ingénieurs de sécurité chez MariaDB qui travaillent pour nous. Et du coup, on fait un suivi de l'ensemble des bugs de sécurité, des CVE, pour MariaDB et MySQL. Et du coup, en fait, vous pouvez retrouver des pages pour les avoir. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans notre process aujourd'hui, c'est qu'à travers la souscription entreprise, vous allez pouvoir être prévenu. C'est souvent, ça fait partie des normes de sécurité. Je veux être prévenu qu'il y a un nouveau bug de CSV. Ou même, alors je ne sais pas si Julien pourra mieux en parler que moi, mais ça pourrait être même, je veux être prévenu s'il n'y a pas un nouveau bug qu'on connaît. Je ne sais pas où est-ce que MariaDB Entreprise met son focus, mais l'idée c'est d'être prévenu quand il y a un nouveau bug le plus vite possible à travers la souscription entreprise. Mais sinon, ils sont toujours listés là, quoi. Et donc en fait, dans les release notes, vous avez toujours au début de la release note s'il y a eu des bugs de security fix qui ont été appliqués. Et donc là, on a été très en avance sur la plupart des bugs de sécurité. On a fait un bon boulot à ce niveau-là historiquement. Donc on continue. Et beaucoup de bugs nous sont reportés, corrigés à l'intérieur de MariaDB bien avant les autres forks de MySQL. Donc après, là-dessus, ça c'est pour le plus les clients entreprises. Pour les partenaires et les partenariats, on a la possibilité d'avoir, comme on a les ingénieurs qui suivent ça de très près, d'avoir vraiment un dialogue avec les partenaires, soit les distributions, sur ces problèmes de sécurité. Et d'offrir aussi des bug fixes sur de plus longues périodes que pourraient ne le faire d'autres éditeurs. C'est-à-dire que chez MariaDB, on essaye de se concentrer avec vos distributions Unix ou Linux ou vos partenaires préférés au niveau système pour voir comment est-ce qu'on assure la sécurité sur le long terme. Donc ça, ce sont tous les travaux de fond qui sont faits dans la branche entreprise. Voilà. Il y a des questions sur la sécurité. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des domaines qu'on pourrait éventuellement améliorer dans la sécurité? Vous avez dans vos pratiques peut-être des choses que vous faites et que MariaDB ne ferait pas. Vous auriez envie de voir venir Oui. Moi j'ai une question sur le PAM. Je trouve ça bien. Par contre, est-ce qu'il est possible d'avoir une authentification sans mot de passe? Équivalent de TSSH, ce genre de choses. Ouais, c'est la question piège. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Kerberos. Donc ça arrive en 10 ans. C'est du coup en Kerberos? Ouais. Mais oui, on reparlera de ça sur l'état d'avancement exact de ça. On envoie un email ou à Serge ou à moi et derrière on dira exactement quand est-ce qu'on aura ce type de... Si en déléguant en Linux, on peut faire beaucoup de choses, mais l'idée c'est... Il y a d'autres plugins, hein, comme des plugins d'authentification un peu plus avancés, par exemple Two-Step Authentication. Mais ça, j'en ai pas parlé dans cette discussion-là parce que c'est des choses qui sont arrivées déjà en 10.0 et peut-être même en 5.5. C'est-à-dire on peut authentifier sur des services Google, par exemple, en Two-Step Authentication, où vous avez même aujourd'hui, par exemple, des API clientes, comme des outils, des GUI clients, pour faire ces schémas, etc., de base de données, qui utilisent déjà ces plugins pour se connecter à la base de données. Donc, vont demander en fait à saisir, vous allez recevoir par SMS les services Google, le token, et vous allez pouvoir rentrer le token en one shot pour rentrer dans la base. Donc, c'est IDSQL qui est livré avec MariaDB, par exemple, fait ça. Mais j'en ai pas parlé parce que donc, les plugins d'authentification, après, il y en a quoi. On n'a pas, Twitter va avoir sa propre technique d'authentification, je pense que tous les gros acteurs du web vont avoir leur propre, donc au fur et à mesure on va essayer de catcher avec tout ça, mais bon, il fallait prendre un exemple, donc on a utilisé Google en exemple, mais j'imagine qu'il y a tout un tas d'API plus ou moins standards, mais enfin standards, très utilisés, pas forcément, il manque un vrai standard, je sais pas. En tout step en tout cas. L'activation du plugin de Git, c'est pas trop consommateur en ressources pour le serveur de base de données? Non. Les appels sont faits quoi qu'il arrive.
Et après, c'est que du log append, hein, donc c'est l'équivalent. Je déconseille quand même d'auditer des tables, enfin des users applicatifs. On peut le faire, hein, mais il faut l'auditer de manière assez... par exemple, on peut en effet auditer les échecs d'authentification qui viendraient d'un user applicatif, mais aller auditer les requêtes sur une table particulière d'un user applicatif, c'est-à-dire d'une application qui bombarde, l'audit plugin n'est pas fait pour ça et ne le sera jamais. Enfin, il n'y a aucune base de données qui peut vous garantir ça. Si vraiment ça bombarde, en effet, même si c'est du log, ça peut quand même coûter, quoi. Mais ça peut s'envisager aussi, c'est-à-dire que ça tout dépend de l'architecture que vous avez. Si vous avez un SAN derrière, il n'y aura aucun souci à loguer ça, quoi. Non, c'est fait en asynchrone. Donc, a priori, ça n'a pas d'impact majeur sur la performance du SAN. À part cette écriture, quoi. Donc c'est vrai que ça se planifie quand même un peu à l'avance. Peut-être d'avoir des runs différents, d'avoir des disques différents pour l'auditing, ou des choses comme ça. Et après, sur la volumétrie aussi, donc quand on est DBA, on va toujours essayer de trouver un bon compromis entre la sécurité et la quantité d'informations aussi, parce que si on noie le système en information, c'est pas évident derrière. Ouais, on peut tout envisager à ce niveau-là. Si vraiment il y a une forte charge, on peut mettre un cluster HBase pour aller écrire, ou Cassandra pour aller écrire les logs. Bon, c'est pas natif, hein, mais on peut faire ça assez facilement. Merci. Ah oui, il y a encore une question, pardon. Le chiffrement de Ouais. c'est un peu la même manière que du TDE, en fait, qui ajoute le reste de la CPU. Ouais. En fait, au niveau du TDE, comme par exemple SQL Server, Ouais. quand on a accès au contenu, déjà tout le contenu est disponible normalement. Ah oui, oui. Voilà. Ouais. C'est ok. Oui, tout à fait. Enfin, il faut l'envisager comme on a fait ça pour nos partenaires, c'est-à-dire Google et Perry. C'est pas vraiment une feature qu'on a mis encore en main des entreprises. Alors, certes, ça sert. Si on cache la clé, on pose la clé, on démarre le serveur et on efface le fichier clé, ça peut permettre de sécuriser le système. L'idée derrière, dans les normes de sécurisation, c'est que le DBA ou le sysadmin peut partir avec la base de données et rien en faire. Bon, s'il a le fichier clé, il fait ce qu'il veut. Mais si en effet on efface ce fichier clé, ou on l'enlève, ou on donne accès à un autre utilisateur, un autre process, donc ça va venir à travers l'offre entreprise, à travers des serveurs de clés, ou à travers des systèmes de sécurisation des fichiers de clés par exemple. On va proposer ça à travers l'offre entreprise. Mais aujourd'hui, c'est quand même un système technique qui permet d'encrypter des pages de tablespace ou des pages de table sous des storage engines bien spécifiques, comme on a vu ARIA et InnoDB. Et ce qui permet de, bien sûr, naturellement, quand on fait les lectures, de faire comme si c'était pas encrypté. Mais en dessous, c'est un peu comme la compression aujourd'hui. Quand vous activez une compression sur une table InnoDB, vous ne le voyez pas. Et c'est un peu les mêmes mécanismes. D'ailleurs, ça ressemble vraiment à la compression, parce qu'on a les mêmes problématiques de sizing des pages, de faire ça assez proprement pour que ça ne soit pas trop consommateur en termes de CPU. Bon, sachant que la compression, il y a des points un petit peu plus compliqués. Parce qu'on va compresser quelque chose, à la fin, on ne connaît pas la taille de la compression. Alors que l'encryptage, on connaît finalement la taille de ce qu'on encrypte. Donc mais l'un dans l'autre, c'est d'arriver à faire que ce soit assez léger. Et surtout qu'il y a qu'au fil de la vie d'une table, on ait des clés différentes qui soient associées à des bouts de table. Et que sans le serveur de clé ou sans le fichier de clé, là, on ne peut rien faire. Donc c'est du 128, je ne sais pas si c'est assez sécurisé, je ne sais pas si dans le monde bancaire par exemple le 128 suffit. J'imagine. J'ai déjà des clients qui m'ont demandé du 256. Il y en a qui sont un peu psychopathes, ouais. Mais voilà, c'est ça. Même 3D c'est encore autorisé. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on vous aura fait plaisir avec ces features, parce que c'est ce qui manquait à l'open source un petit peu, c'est des features entreprises high-end, comme la sécurité, des choses comme ça. Donc, alors on les développe en open source et on les commercialise de manière entreprise, à travers le portail. Et du coup, soit vous vous sentez capable de gérer ce qu'il y a dans l'open source, soit vous aurez des choses clés en main à travers le portail entreprise.
ou voire même à travers les offres de ces partenaires-là, comme Eperi. Là, c'est une solution complète de sécurisation qui va plus loin vraiment que juste la partie base de données. Il y a la partie proxy aussi, il y a plus de choses. Donc on développe pour nos partenaires, mais derrière ça ouvre tout un champ aux entreprises qui veulent aller mettre les mains dans le cambouis, je dirais. Voilà. Bon, bah, c'est la pause du coup.